Enlevé, torturé, étranglé. Ce n'est pas un film d'horreur. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a fait confiance aux mauvais militaires. Un sergent l'invite à une croisière. 10 minutes plus tard, elle envoie un unique SMS, elle. Le lendemain, son portable est retrouvé à des kilomètres. Et dans le coffre de son agresseur, la police découvre un kit de tueur. Mais le pire reste à venir. Derrière les murs d'une maison californienne, un donjon, des règles de soumission et un fantasme sadique soigneusement écrit noir sur blanc. Bienvenue dans une affaire où la réalité dépasse l'imagination. Le vendredi 13 avril 2012, une jeune femme résidant à Fallbrook, en Californie, sort de chez elle pour se rendre à un dîner croisière, une activité touristique populaire dans la région. La soirée doit avoir lieu sur un bateau naviguant dans la baie de San Diego. C'est une connaissance qui vient de l'y inviter, et si l'idée ne l'enchantait pas forcément au premier abord, elle finit tout de même par se laisser tenter. Mais lorsqu'elle tourne sa clé dans la serrure de sa porte d'entrée, elle ne se doute pas que ce sera pour la toute dernière fois. 10 minutes après avoir quitté son domicile, l'une de ses amies reçoit un texto de sa part. Un simple mot, tapé dans la précipitation, elle. Cet appel à l'aide glaçant va bientôt conduire la police sur les traces de l'un des crimes les plus choquants de l'État, révélant les sombres secrets d'un complot nourri par la haine et un projet des plus sadiques. La Californie, berceau de la ruée vers le milieu du 19e siècle, paradis libre et sauvage pour les premiers pionniers, cette terre d'opportunités fait depuis toujours l'objet de grands mouvements migratoires. Aujourd'hui encore, elle inspire et fait rêver des millions de personnes. Son climat méditerranéen, ses paysages variés et sa diversité culturelle en font une destination incontournable, avec des lieux emblématiques comme Los Angeles, San Francisco, Yosemite ou encore Fallbrook. Cette dernière est certes un peu moins connue, mais elle bénéficie tout de même d'une petite notoriété en tant que capitale mondiale de l'avocat. C'est justement là que nous nous rendons aujourd'hui. Située près du Mexique, Fallbrook est elle aussi une ville d'attrait pour son climat doux et son style de vie rural unique en son genre. Cependant, ce ne sont pas ces critères en particulier qui ont séduit le couple lors de la recherche de leur premier petit nid d'amour. Dans leur cas, c'est plutôt la présence du camp Angleton, une base militaire bien connue dans la région, qui a pesé dans la balance. Corey Kilgore, le mari, s'est en effet engagé dans le corps des Marines en 2009 et y est stationné depuis en tant que caporal. Originaire du Missouri, Corey rencontre sa future femme, Brittany, dans la paroisse qu'ils fréquentent tous les deux. C'est un coup de foudre immédiat entre les deux jeunes gens, un peu trop enflammés, pour un dit. Ils se marient en effet quelques semaines seulement après s'être croisés pour la toute première fois, ce qui soulève quelques inquiétudes du côté de leurs familles respectives. En plus de s'être passé très vite, tous deux sont encore plutôt jeunes. L'âge de Brittany, qui n'a que 20 ans au moment de dire oui à son beau militaire, ne fait qu'accroître les réserves de ses proches quant à la solidité de leur couple. Cette décision n'a-t-elle pas été prise un peu à la légère ? D'autant que juste après leur mariage, Corey et Brittany décident déjà de quitter tout ce qu'ils connaissent et de déménager à l'autre bout du pays pour se lancer dans leur vie commune. On redoute logiquement que le quotidien métro, boulot, dodo ne soit fatal à cet amour tout feu tout flamme. Les jeunes mariés, eux, n'en sont pas moins sûrs d'eux. Arrivés à Fallbrook, ils se sentent plus libres et heureux que jamais et sont impatients de construire leur nouvelle vie ensemble. Mais après 1 an et 9 mois d'union, les épreuves et petits obstacles du quotidien ont fini par éroder les sentiments des premiers jours. C'est alors un triste constat que dresse Brittany, elle ne ressent plus l'attachement qu'elle avait auparavant pour son militaire de mari. Le 10 avril 2012, elle décide de demander le divorce. Corey, récemment déployé en Afghanistan, n'est pas près de remettre les pieds aux États-Unis. Et bien qu'elle l'ait averti de la situation, sa femme n'attend pas son retour pour faire ses bagages. Cela peut paraître un peu dur de sa part, mais il y a 2 raisons à cela. Tout d'abord, Corey vient juste de partir en mission, ce qui signifie qu'elle devrait attendre plusieurs mois si elle voulait tout régler avec lui face à face. Et pendant ce temps, elle n'aurait d'autre choix que de mettre sa vie et ses projets futurs entre parenthèses. En plus de cela, en étant seule, elle est bien plus tranquille et peut organiser son départ à sa guise, s'épargnant au passage une confrontation douloureuse et peut être même une énième dispute. Brittany souhaite partir dans le calme, sans drame ni effusion de larmes. Leur histoire d'amour a pris fin, la vie a pris une tournure différente de ce à quoi elle s'attendait, mais c'est ainsi. Ne souhaitant pas rester plus longtemps dans cette ville où elle n'avait déménagé que pour la carrière militaire de son mari, la jeune femme prévoit de débarrasser toutes ses affaires de l'appartement au plus vite. Elle a aussi l'intention de prendre un vol dans les prochains jours pour rejoindre ses parents en Pennsylvanie, où elle espère pouvoir se ressourcer le temps d'aller mieux.
3 jours après avoir déposé sa demande de divorce, elle a d'ailleurs rassemblé le plus gros de ses affaires qu'elle a déjà fait expédier là-bas. Ce n'est maintenant plus que l'affaire d'un jour ou deux avant qu'elle ferme enfin définitivement ce chapitre de sa vie. Il ne lui reste plus qu'à fournir un dernier effort pour se débarrasser des meubles et des cartons qu'elle ne peut emmener avec elle. Durant ces 20 mois qui viennent de s'écouler, la jolie brune de 22 ans a mûri, elle le sait. Et au fond, elle reconnaît aussi bien volontiers qu'elle s'est laissée emporter par ce qui n'était finalement qu'un béguin amoureux. Dans une grosse poignée d'heures, elle serra son père et sa mère dans ses bras et prendra une grande inspiration de l'air frais de la Pennsylvanie, là où une nouvelle vie l'attend. Mais alors qu'elle terminait tout juste de scotcher un énième carton, un bruit l'attire tout à coup de sa rêverie. Quelqu'un vient de frapper à sa porte. Il est 17h et ce qui devait s'avérer être une soirée calme et tranquille s'apprête à basculer dans l'horreur, bien au-delà de tout ce que la jeune femme aurait pu imaginer dans ses pires cauchemars. Derrière la porte se tient Louis Pérez. Il a 46 ans et Brittany le connaît de vue tout au plus. Ce dont elle se souvient, c'est que l'homme est sergent d'état-major au camp Angleton. Elle l'a effectivement croisé à l'occasion de soirées organisées pour les militaires et leurs familles, qu'elle-même fréquentait encore il y a peu en compagnie de Corey. D'ailleurs, quelque chose d'autre lui revient en mémoire maintenant qu'elle y pense. Lors de l'une de ces fêtes, la petite amie de Louis Pérez, furieuse, l'avait accusé de tenter de séduire son compagnon. Un souvenir franchement pas glorieux. Brittany se demande donc ce que le gradé fait devant sa porte, sorti de nulle part, et surtout comment il a bien pu obtenir son adresse. À cette question, le militaire répond qu'il a simplement demandé autour de lui et qu'on la lui a donnée. Ce qui n'est pas incohérent quand on sait que Corey, le futur ex-mari de Brittany, vit encore à la même adresse et que nombre de ses camarades la connaissent à la base. La jeune femme ne s'alarme donc pas plus que cela. Mais quand le sergent lui explique qu'il est venu dans l'espoir de l'inviter à un dîner croisière sur un bateau le soir même, elle secoue immédiatement la tête. Il n'est même pas célibataire. À quoi ajouter-il ? Même si Brittany est sur le point de mettre plus de 40 heures de route entre la Californie et elle, hors de question de partir en faisant un scandale, pire encore, de briser un cou. Et puis elle vient à peine de signer les papiers du divorce et n'a clairement pas envie de se lancer à corps perdu dans une nouvelle relation. Mais le sergent Pérez insiste. En jetant un œil par-dessus l'épaule de la jeune femme et en constatant qu'elle est en plein déménagement, il lui promet elle-même qu'en retour, il l'aidera à boucler ses derniers préparatifs. Encore une fois, c'est non. Brittany ne veut pas d'un rencard, quel qu'il soit. Pas des flirts, pas des problèmes, et pas d'un autre militaire. Encore moins cet homme de plus de 20 ans son aîné, qui semble respecter les femmes d'une bien drôle de manière. Lui abat alors sa dernière carte. Si elle accepte ce rendez-vous, lui assure-t-il, 5 marines seront là le lendemain matin, et elle en aura fini avec ce déménagement en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et si elle s'inquiète au sujet de ce que pourrait penser sa petite amie de ce rendez-vous un peu bancal, le militaire est clair, elle n'a pas la moindre raison de s'en faire. Dorothy Maraglino, sa compagne, est malade à cause de sa grossesse. C'est pour cette seule et unique raison qu'elle ne peut pas les accompagner sur le bateau, sans quoi elle serait venue avec plaisir. Brittany hésite. Elle se demande à quoi tout cela rime et si la compagne enceinte du sergent peut réellement prendre la chose aussi bien, alors qu'elle lui reprochait justement d'être trop avenante avec son homme. Sauf que lui a le moyen de l'en convaincre. Pour cela, il appelle directement la principale intéressée sur son portable et passe le téléphone à Brittany, qui pose la question en toute franchise. Dorothy, qui semble sourire au téléphone, répond d'une voix légère et amicale, presque mielleuse, qu'il n'y a pas le moindre problème et qu'elle peut profiter en toute sérénité de sa soirée. Elle ne voudrait surtout pas frustrer son homme en le cloîtrant avec elle à la maison. Cet argument finit de convaincre la jeune femme, qui se dit que finalement ce dîner ne peut être qu'un rendez-vous amical et qu'après tout un bon coup de main ne serait pas de refus le lendemain. De son côté, le sergent Pérez est ravi. Il informe Brittany de se tenir prête vers 19h30. Ce qu'elle ignore, c'est que la fameuse croisière quitte le port à 19h, soit une demi-heure plus tôt. Ce n'est pas une erreur de la part du militaire, mais un mensonge honteux, réfléchi bien à l'avance et qui n'avait qu'un seul but, manipuler Brittany. Malheureusement, celle-ci n'écoute pas son instinct, qui lui souffle pourtant que cette histoire sonne d'une façon un peu trop bizarre. Elle enfile une jolie robe violette, se coiffe et quitte son appartement lorsque la voiture du sergent s'annonce dans sa rue. Elle monte dans le véhicule qui redémarre et disparaît. À partir de là, personne ne sait réellement ce qu'il se passe. Est-ce que ses sens se mettent soudain en alerte à la vue de quelque chose d'anormal dans la voiture? Est-ce que les portières se verrouillent brusquement comme un piège qui aurait refermé ses griffes sur elle?
Ou bien est-ce qu'elle prend conscience qu'elle vient de prendre la pire décision de sa vie en constatant que le véhicule prend la direction opposée du port? Toujours et que 10 petites minutes après avoir pris place dans la Ford Explorer, Brittany envoie un texto à l'une de ses amies proches sur lequel elle n'a que le temps de taper 4 lettres, L. Prudente, elle avait en effet averti la plupart de ses amis vivant à Fallbrook qu'elle allait passer la soirée en compagnie de Louis sur le bateau. C'est justement parce qu'elle ne connaissait cet homme que de vue qu'elle avait préféré les prévenir. À la réception de ce message, son ami lui renvoie un texto sur le champ pour savoir si tout va bien. Mais Brittany ne répond plus. Entre 19h50, heure à laquelle la jeune femme envoie le fameux SMS, et 20h05, plus aucun message ne sera envoyé de son téléphone, malgré les nombreuses sollicitations de ses amis très inquiets. Pourtant, un seul message envoyé à 20h05, dans lequel elle écrit « PS, I love this party ». Autrement dit, ou « cette fête est géniale », suffit à faire redescendre toute l'angoisse qui était en train de monter en flèche. Personne ne juge plus nécessaire de prévenir les autorités. Pourtant, Brittany elle-même avait un mauvais pressentiment dès le départ. Il y a son appel à l'aide plus que troublant, le silence qui l'a suivi, puis ce SMS qui, du propre aveu de son ami, ne ressemblait pas vraiment à sa façon de s'exprimer. D'un point de vue extérieur, tout cela n'a franchement ni queue ni tête et aurait certainement mérité plus de vigilance. Malheureusement, ce n'est pas le cas dans cette histoire, et les atrocités qui vont être découvertes par la suite vont hanter la ville de Fallbrook pendant très longtemps. Le lendemain matin, le samedi 14 avril 2012, un sans-abri marche dans les rues du centre-ville de San Diego, à environ 1 heure de route de Fallbrook. Soudain, un objet attire son attention au sol. C'est un téléphone portable que quelqu'un a sûrement perdu ou oublié. L'homme jette un coup d'œil circulaire pour voir si l'un des passants semble chercher son bien. Mais non, tous vaquent à leurs occupations, pressés ou concentrés. Le sans-abri n'en revient pas, c'est son jour de chance. Il tente immédiatement de récolter un peu d'argent grâce à cette trouvaille en essayant de le vendre à la première personne qu'il croise. C'est une bonne affaire. Il n'en demande pas grand-chose par rapport à sa valeur réelle, et ce prix ultra attractif devrait lui permettre d'en retirer très vite un petit billet. Mais le passant qui l'interpelle dans l'espoir de réaliser cette transaction comprend bien que ce portable appartient à quelqu'un. Il le saisit et vérifie donc la liste des contacts avant d'appeler le correspondant qui lui semble le plus indiqué, enregistré sous le nom de Maman en Pennsylvanie. À plus de 4000 km de là, le téléphone sonne chez les parents de Brittany. Michelle reste, sa mère, décroche, persuadée d'avoir sa fille au bout du fil. Sauf qu'à la place, c'est un parfait inconnu qui l'informe que ce portable a été trouvé dans une rue de San Diego. La pauvre femme n'y comprend rien. Certes, elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille depuis la veille, mais comment son portable s'est-il retrouvé là-bas, si loin de chez elle, alors qu'elle est prise par les préparatifs de son départ imminent? D'ailleurs, normalement, elle est censée prendre un vol dans le jour qui vient. Sa chambre est déjà fin prête et tout le monde l'attend avec impatience. Seulement, elle ne rentrera jamais. Mais cela, personne ne peut encore s'en douter. Michelle sait que si sa fille avait perdu son téléphone, elle aurait trouvé un moyen de la contacter pour la prévenir. C'est pour cette raison qu'elle décide d'alerter la police de San Diego. Peu de temps s'est écoulé depuis que Brittany a été aperçue en vie pour la dernière fois. Malgré tout, les forces de l'ordre estiment que cette disparition est assez inquiétante pour ouvrir immédiatement une enquête. Ils contactent les amis de la jeune femme pour les interroger à ce sujet, et c'est ainsi qu'ils sont informés des événements étranges de la veille. Le dîner croisière organisé au dernier moment par ce fameux militaire du nom de Louis Perez, le SMSL, puis la réponse un peu bancale de Brittany envoyée un quart d'heure plus tard. Effectivement, aucun d'entre eux n'a de nouvelles d'elle depuis lors, mais il faut rappeler que tout cela ne s'est produit que la veille au soir. Si le sans-abri de San Diego n'était pas tombé par hasard sur le portable de la disparue, personne ne se serait alarmé avant plusieurs jours. Après avoir recueilli tous ces témoignages, le sergent Louis Perez devient de fait une personne d'un grand intérêt aux yeux des enquêteurs, si ce n'est un suspect. Les amis de Brittany commencent certainement à regretter de ne pas avoir composé le 911 quelques heures plus tôt. Heureusement, le principal suspect de cette affaire de disparition n'est pas difficile à trouver. Il suffit aux policiers de contacter la base militaire pour que leur homme se retrouve assis face à eux dans une salle d'interrogatoire. Mais le sergent se montre peu coopératif et raconte la soirée du 13 avril sans y mettre la moindre volonté. Il nie être allé frapper chez Brittany ce soir-là pour lui proposer de dîner avec lui sur le bateau. Cependant, il explique que la sortie a été annulée au dernier moment car la jeune femme a eu une envie soudaine d'aller s'amuser dans le centre-ville de San Diego.
Louis Pérez l'aurait donc déposé non loin du quartier de Gasland, près d'une discothèque, et serait simplement rentré chez lui. Sauf qu'en plus de renforcer les soupçons des enquêteurs par son comportement peu volontaire, il est clair qu'il ment ouvertement. Comme dans bon nombre d'affaires, ce qui va le trahir est un petit objet que tout le monde ou presque a dans la poche, son téléphone portable. En étudiant le bornage de son téléphone, on découvre que le sergent Pérez n'a jamais quitté Fallbrook cette nuit-là. D'ailleurs, le constat est le même en ce qui concerne Brittany, dont on a aussi conservé le portable. Le sien aussi a borné à Fallbrook et uniquement là-bas. Cela signifie que ni l'un ni l'autre ne sont allés à San Diego, contrairement à ce qu'il prétend. Alors, où se sont-ils réellement rendus et pourquoi mentir à ce sujet? Un coup de pouce du destin va rapidement aider les enquêteurs à répondre à cette question. On découvre que l'homme détient un fusil d'assaut qu'il ne cache d'ailleurs pas du tout. Normal, pourrait-on dire, sauf que celui-ci a été déclaré volé. Cette découverte permet aux policiers d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller le fort SUV lui appartenant. Et cette fouille est primordiale, car c'est le véhicule avec lequel il est passé prendre Brittany chez elle la veille. Là aussi, force est de constater que le militaire n'est clairement pas le plus malin. Son véhicule est carrément une preuve à charge sur eau, tant il contient d'éléments incriminants que le sergent d'état-major n'a même pas pris la peine de dissimuler. Tout d'abord, dans le coffre, on trouve une grande bâche en plastique enroulée sur elle-même et surtout tachée de sang. Mais il y a aussi un pistolet paralysant, une arme électrique semblable à un gazé, des gants en latex ensanglantés, des cordes ainsi que de puissants produits ménagers. En somme, le kit du parfait ravisseur et tueur. Le militaire se trouve déjà dans une situation assez inconfortable, mais ce sont les analyses ADN qui vont finalement marquer un tournant décisif dans cette enquête. Comme on pouvait s'y attendre, celui de Brittany est littéralement partout sur ces objets. Les électrodes du pistolet paralysant, le sang présent sur la bâche et les gants, ainsi que les liens ayant sans aucun doute servi à l'attacher. Le véritable scénario de cette soirée de l'horreur commence enfin à se dessiner, et il est terrifiant. Plus aucun doute ne subsiste quant à la culpabilité de ce gradé de l'armée, qui a certainement attendu que le mari de Brittany parte en mission dans un autre pays pour avoir le champ libre. Il s'est ensuite servi sans le moindre scrupule de son lien avec lui pour tromper la vigilance de sa victime. À la vue de ces preuves, le sergent Louis Pérez est immédiatement placé en état d'arrestation. Afin de pouvoir reconstituer les faits du mieux possible, mais aussi de comprendre son profil psychologique, les enquêteurs s'intéressent à présent à ses fréquentations, et ils ne vont pas être déçus. Au premier abord, Louis Pérez est un homme à la carrière exemplaire et au profil tout ce qu'il y a de plus banal. Au premier abord seulement. Car en creusant un peu plus en profondeur, il s'avère que le principal suspect dans l'affaire du meurtre de Brittany est en réalité le noyau central d'un cercle sadomasochiste très privé, dans lequel gravitent deux femmes. Dorothy Maraglino, sa compagne, enceinte au moment des faits, ainsi qu'une certaine Jessica Lopez. Tous trois vivent sous le même toit, mais les points communs s'arrêtent là. En effet, une certaine hiérarchie a été mise en place par Louis et Dorothy, qui s'autoproclamant maître et maîtresse de la troisième protagoniste, Jessica. Cette dernière n'est ni plus ni moins que leur esclave sexuelle. Il est toutefois important de préciser qu'elle ne semble pas être retenue ici sous la contrainte, mais qu'elle a elle-même choisi d'être placée au rang de soumise dans ce trio à la structure de domination sadomasochiste. Jessica vit en permanence avec un collier de chien attaché autour du cou et dort dans un placard. Mais, a priori, tout le monde est content et parfaitement heureux ainsi. Pourtant, en perquisitionnant la maison, les policiers découvrent tout un tas d'éléments démontrant que le simple jeu BDSM est bien plus extrême et contrôlant qu'il ne devrait l'être. Peu à peu, ils prennent conscience du fait que Jessica, instable psychologiquement, a tout simplement été conditionnée à obéir. D'ailleurs, la maison tout entière a été transformée en donjon domestique. En plus des chaînes et des cages, il y a des épées, une machette, des gants à pointe, un lit de contention, des bâillons, une pièce fermée à clé réservée aux punitions corporelles, ainsi que de nombreux autres instruments de torture à faire froid dans le dos. On découvre aussi un tas de documents comportant des règles strictes que Jessica devait respecter à la lettre sous peine de sa vie, et des carnets décrivant le rôle de chacun. Mais le plus inquiétant est certainement ce petit livret, une sorte de journal dans lequel Louis Pérez et Dorothy Maraglino décrivent leur fantasme complètement tordu. Enlever une femme et la contraindre contre son gré à devenir leur nouvelle esclave sexuelle. Il semble que Brittany a donc été soigneusement choisie à l'avance par le trio, non seulement pour sa beauté, mais aussi parce que Dorothy, la compagne du sergent Pérez, lui vouait une jalousie maladive et rêvait de la faire souffrir. Leur plan sadique était tout simplement d'assouvir tous leurs fantasmes sur elle sans aucune limite.
Seulement, si l'on sait que ces monstres sont bien parvenus à leur fin, on n'a toujours pas retrouvé la moindre trace de leur victime. Malheureusement, ni l'odeur d'eau de javel qui flotte dans toutes les pièces, ni la trace d'un tapis qu'on a enlevé tout récemment ne permettent de fonder beaucoup d'espoir sur le fait de la retrouver en vie. Comme si cela ne suffisait pas, alors que Dorothy est elle aussi placée en garde à vue, Jessica prend la fuite avant son interpellation. Sans son témoignage crucial, les policiers savent qu'il sera bien plus compliqué de retrouver Brittany. Or, chaque seconde compte. La police se lance à sa recherche toute la journée, déployant tous les efforts possibles, mais la suspecte reste insaisissable. Il faut attendre le lendemain matin pour qu'ils parviennent enfin à la localiser, grâce à une transaction bancaire effectuée dans une chaîne de motels de San Diego. Les forces de l'ordre ne veulent pas risquer qu'elle leur glisse à nouveau entre les doigts et se rendent immédiatement au motel, où on leur indique le numéro de la chambre de la jeune femme. Ils forcent la porte sans attendre mais découvrent leur suspect étendu sur son lit, inerte et couverte de coupures ensanglantées. Fort heureusement, Jessica Lopez est seulement inconsciente. Ses plaies ne sont que superficielles et sa vie n'est pas réellement en danger. Tandis qu'elle est évacuée par l'ambulance arrivée en trombe sur les lieux, les policiers fouillent la chambre et comprennent qu'elle a tenté de mettre fin à ses jours sans y parvenir. Mais avant cela, elle a tenu à coucher ses confessions sur papier. Elle a laissé une lettre à l'attention des enquêteurs dans la salle de bain, accompagnée de ce gentil message. Y10, les cochons, lisez ça. Sympa. À l'intérieur de ce courrier manuscrit de cette page, la jeune femme fournit des aveux complets concernant le meurtre de Brittany et se charge de tous les faits. Elle traite la victime de pauvre conne, affirmant qu'elle n'a eu que ce qu'elle méritait car elle aurait essayé de s'immiscer dans le couple pour former Lou et Dorothy. Et au sujet de son maître et de sa maîtresse, elle insiste sur le fait qu'ils n'ont rien à faire derrière les barreaux, car elle est la seule coupable dans cette histoire. Jessica décrit même la façon dont elle a torturé puis étranglé à mort la soi-disant rivale de sa maîtresse, avant d'essayer de se débarrasser du corps comme Dexter. Seulement, certains éléments de ce récit ne collent pas aux faits, comme cette bagarre mentionnée dans la lettre qui n'a jamais eu lieu. La crédibilité de ces aveux est aussi largement remise en cause par l'instabilité émotionnelle de la principale intéressée, mais aussi par le fait qu'elle était extrêmement influencée et soumise à Louis Pérez. En tant qu'esclave, elle aurait tout aussi bien pu obéir à son ordre ou prendre elle-même l'initiative de se sacrifier à leur place. Il y a néanmoins une chose dont elle parle dans cette confession et que les policiers peuvent vérifier, l'endroit où le cadavre de Brittany aurait été abandonné. Si l'on en croit la lettre, les restes de la jeune femme se trouveraient près du lac Skinner, dans le comté de Riverside, à environ 80 km au nord-est de Fallbrook. Une semaine exactement après sa disparition, les forces de l'ordre découvrent effectivement le cadavre en état de décomposition avancée de Brittany Kilgore, jeté dans un ravin, dans une zone boisée et difficile d'accès, à l'endroit exact où Jessica l'avait indiqué. La victime est totalement nue, enroulée dans une bâche en plastique et ligotée aux poignets et aux chevilles. On ne relève ni trace de blessure par arme à feu, ni plaie. En revanche, son cou est brisé et son corps porte énormément de traces d'hématomes et de marques de ligotage prolongées, signe qu'elle a été retenue vivante pendant un certain laps de temps avant d'être mise à mort. Ceci corrobore aussi la version de Jessica selon laquelle Brittany aurait été soumise à des sévices sexuels puis torturée avant d'être effectivement étranglée. Détail plus sinistre encore, le légiste constate que c'est une charge d'une dizaine de kilos placée sur sa nuque qui lui a brisé les vertèbres. Par ailleurs, on retrouve de petites traces de brûlures électriques sur son visage et sur son cou. Des marques qui correspondent exactement au pistolet paralysant retrouvé dans le coffre de la voiture de Louis Pérez. Il est déjà extrêmement difficile d'imaginer ce qu'a dû subir Brittany lors de ces derniers instants. Mais en plus de cela, deux entailles très profondes situées au niveau de son poignet et de son genou gauche laissent à penser qu'elle a été victime d'une tentative de démembrement, probablement à l'aide d'un outil tel qu'une scie. Pendant ce temps, à l'hôpital, Jessica reprend rapidement conscience. Malgré une probable manipulation de la part de ses maîtres, elle subit le même traitement que ses comparses en étant placée en état d'arrestation. Le procès débute en 2015 et plonge un peu plus le public dans l'horreur en dévoilant des détails infiniment cruels et atroces de la torture qu'a enduré Brittany avant sa mort. Ces faits sont tellement effroyables que, par respect pour la famille, il a été décidé de ne pas les dévoiler au grand public. Mais ce que l'on sait sans le moindre doute, c'est que Dorothy, Lou et Jessica vivaient tous les trois dans un cercle de dérives sexuelles violentes et extrêmes, et surtout qu'ils fantasmaient sur le fait de capturer et de dresser une véritable esclave sexuelle.
Sous prétexte de vouloir lui changer les idées alors qu'elle traversait un divorce douloureux, Louis Pérez a endossé le rôle du chasseur chargé de piéger sa proie et de la conduire à leur repère. Là, les trois co-accusés ont pu laisser libre cours à leur pire perversion et soumettre Brittany à toutes sortes de tortures en utilisant des aiguilles, des couteaux, des cordes et d'autres instruments barbares. Jugés en même temps, les trois responsables de ce meurtre immonde sont condamnés à des peines de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Au final, si l'on doit retenir quelque chose de cette histoire, c'est peut-être de ne pas ignorer les signaux d'alerte que notre cerveau nous envoie, même si cela peut parfois sembler inexplicable. Car ce jour-là, l'instinct de Brittany aurait certainement pu la sauver. Au lieu de cela, elle laisse un vide considérable dans le cœur de sa famille et une triste trace dans l'histoire des crimes les plus choquants que San Diego ait jamais connus.